Bonjour et bienvenue. Les sitcoms, situation comedies, sont des révélateurs de la mentalité américaine. On y voit l'Amérique non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle a envie de se voir. Ce à quoi les Américains ont envie de s'identifier. On va y trouver les grandes tendances, les grandes valeurs, les aspirations, les avancées, les régressions de la société. C'est donc clairement une fenêtre sur les mentalités américaines, et étudier leur évolution reflète tout à fait l'évolution des mentalités américaines. Alors il existe des centaines de sitcoms, il est impossible de toutes les voir en quelques minutes. J'ai donc fait une petite sélection pour montrer un peu l'évolution générale. La première sitcom à proprement parler est I Love Lucy, diffusée de 1951 à 1957, et on va y poser les jalons de ce que vont devenir les sitcoms par la suite. Sur le format, on va avoir le canon à respecter, à savoir des épisodes de 22 minutes, filmés dans 3 décors avec 3 caméras. Quant à l'histoire de la série, ça parle de Lucy, qui est une mère et épouse. On va y voir évoluer une famille américaine traditionnelle, avec le père de famille qui va travailler pour gagner de l'argent pour le foyer, et la femme qui reste à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. C'est donc les valeurs de l'Amérique traditionnelle, familiale, telle qu'on la conçoit dans les années 50. Mais à la longue, ce format devient forcément un peu ennuyeux et on va rapidement toucher les limites. On va donc essayer de varier ou épicer un peu le contenu des sitcoms. Par exemple, dans la série Bewitched, Ma sorcière bien-aimée en français, diffusée de 1964 à 1972, on a là aussi une famille américaine traditionnelle, avec le papa qui va travailler, la maman qui reste à la maison pour s'occuper de sa fille. Mais Samantha, la maman, est une sorcière, elle est capable de faire de la magie. Alors, le mari essaye de lui interdire de faire de la magie, parce qu'on est dans une Amérique puritaine, bien pensante, chrétienne, donc il faut cacher le fait que c'est une sorcière. Et puis ce qui est amusant, c'est que bien évidemment, la mère de Samantha et sa fille la poussent à faire de la magie quand même. On voit donc une transgression par rapport à I Love Lucy, puisqu'on a quand même ce petit élément en plus qui vient faire de l'héroïne une rebelle en puissance. On sent poindre encore, on est au tout début, mais on sent poindre des revendications féministes. Plus loin encore dans la transgression, de 1964 à 1966, on a The Addams Family. Alors là, The Addams Family, on a carrément une famille totalement déjantée qui fait exactement le contraire de tout ce qu'il faut faire. On pousse vraiment la caricature très loin, et ça montre qu'on sent les limites de l'intrigue de la famille traditionnelle. Il va falloir la reculer. D'ailleurs, 1964, l'année où commence The Addams Family, on a une sitcom très atypique pour l'époque, qui est Gilligan's Island, l'île aux naufragés. Très peu connue en français, ça a beaucoup marqué aux États-Unis. Là, on n'a pas affaire à l'histoire d'une famille, on a des naufragés sur une île. Ils sont des caractères très forts et très très différents, et ils sont contraints d'essayer de s'entendre entre eux pour réussir à s'échapper de cette île. 1964 à 1967, on est au moment des droits civiques pour les Noirs, au moment où on essaye d'inventer un vivre ensemble et de tous coopérer. Donc finalement, cette série dans laquelle des personnages très différents, mais tous blancs, très différents, essayent de coopérer et cohabiter les uns avec les autres, essayent quand même de véhiculer les messages de l'époque de tolérance et de vivre ensemble. La société évoluant, la place de la femme changeant, les sitcoms vont être obligés de s'adapter. Mais on ne sait pas trop comment accorder aux femmes cette nouvelle place. On va donc au départ souvent choisir une solution de facilité. On va avoir des sitcoms comme par exemple Family Affairs, Cher Oncle Bill en français, diffusé de 66 à 71. Là, on a 2 enfants qui sont recueillis par leur oncle. Alors l'avantage de l'oncle, c'est qu'il est célibataire, donc comme ça, pas de femme, ni papa ni maman, donc toute question de procréation est écartée.
On a un peu le même principe d'ailleurs dans Disney. Hein. Donald, il a des neveux, Riri, Fifi, Loulou. Hein. Comme ça, il n'y a pas de parents, toute idée de sexualité est exclue. Et là, dans Family Affairs, l'oncle s'occupe très peu en fait des enfants, parce que, évidemment, c'est un homme riche. Hein. Les sitcoms nous montrent l'Amérique riche. L'Amérique veut se voir riche. On va pas montrer des clodos, ça fait pas rêver des clodos. Et donc, l'oncle Bill recueille ses neveux qui, en réalité, sont élevés par le majordome, butler. Le butler, on le retrouvera beaucoup par la suite. C'est-à-dire que finalement, pour permettre aux femmes de ne plus apparaître comme soumises à leur mari, on va montrer des domestiques soumis à leur employeur. Dans la même logique d'écarter les femmes, enfin, de les rendre invisibles pour éviter qu'elles aient un rôle soumis, on va avoir des sitcoms comme 8 is Enough. 8 ça suffit, diffusé de 77 à 81. Là, on a un père un peu moins riche, pas pauvre, hein, mais un peu moins riche, donc pas de majordome, qui va devoir élever seul ses 8 enfants. Alors seul parce qu'il est veuf, hein, il n'est pas question de divorce, c'est encore trop tôt. Et évidemment, avec 8 enfants, donc des générations des âges très différents, on a la possibilité de multiplier les intrigues intrafamiliales. Dans la continuité de cette évolution, on va avoir des séries comme Different Strokes, diffusées de 78 à 86. Cette fois, on a à nouveau des enfants recueillis, comme dans Family Affair, mais les 2 enfants sont noirs et ils sont recueillis par un homme blanc, riche évidemment, donc ils vont être élevés, alors non pas par un majordome, mais par une gouvernante. On est vraiment à une époque où on va essayer, ça ne va pas fonctionner, hein. Très peu de sitcoms vont mettre en situation des blancs et des noirs ensemble par la suite, mais on va essayer d'avoir des blancs et des noirs à égalité dans la même série. C'est très louable dans l'intention et ça montre un peu les idées de affirmative action qu'on a aux États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire de mise en avant des minorités pour mettre les noirs au même niveau que les blancs. Le seul souci dans la série, c'est que les enfants sont noirs, le père adoptif est blanc, c'est donc le blanc qui va venir expliquer aux noirs qu'il ne faut pas faire de bêtises. Il y a un petit relent de paternalisme, c'est le revers de la médaille. De 79 à 88, on va pousser la logique encore plus loin, puisque non seulement il n'y a plus la mère, mais il ne va plus y avoir le père non plus, ni même l'oncle, puisqu'on va avoir une sitcom qui s'intitule The Facts of Life. The Facts of Life, en fait, c'est un peu comme dans Gilligan's Island, on n'a plus la cellule familiale au cœur de la série. Ça se passe dans une école pour filles, un internat. On a donc que des filles, avec la directrice de l'internat qui finalement joue le rôle de maman de substitution. On va donc avoir des intrigues entre jeunes filles, entre enfants, avec un peu la même logique de la gouvernante qui vient donner des leçons, leur expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire, mais on a totalement évacué la cellule familiale. Les années Reagan sont assez intéressantes quand on regarde l'évolution des sitcoms de l'époque, parce qu'on va clairement avoir une scission entre les deux. D'une part, le retour des valeurs traditionnelles de l'Amérique, avec des sitcoms comme Family Ties, de 82 à 89, la série qui a révélé Michael J. Fox. On y voit à nouveau le père, la mère avec les enfants, sauf que cette fois-ci, la mère aussi travaille. On a donc une cellule familiale un peu plus moderne, un peu plus dans le vent, mais on revient à la cellule familiale traditionnelle, papa, maman, les enfants à la maison. Et en même temps, on ne va pas oublier les minorités. Les sitcoms comme Different Strokes avec des blancs et des noirs, c'est terminé, mais on va avoir The Cosby Show. The Cosby Show va être la première grande vraie sitcom pour noirs avec que des noirs. Alors c'est l'histoire d'un médecin, Cliff Huxtable, qui a bien réussi dans la vie. On a donc finalement un copier-coller de ce qu'on avait dans les sitcoms du type I Love Lucy, mais avec des noirs. Des noirs qui ont réussi, donc on montre que l'Amérique permet à chacun de réussir. Le rêve américain est possible, mais on y voit les noirs vivre à côté et en parallèle des blancs,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc dans le Cosby Show, comme il n'y avait pas de noir dans I Love Lucy. Est-ce que c'est une évolution positive? Est-ce que c'est une évolution négative? L'Amérique est multiculturelle. En parallèle de ce retour en force de la sitcom traditionnelle, on va avoir un nouveau format qui va mettre en avant les nouvelles familles ou les nouvelles cellules recomposées de familles. On a par exemple la série Kate and Ali de 84 à 89. Là, on y voit deux femmes, toutes les deux divorcées, c'est là. On n'a pas l'habitude de voir des gens divorcés dans les sitcoms. Donc deux femmes divorcées qui décident de s'installer ensemble pour élever leurs enfants. Alors, ensemble, elles sont colocataires. Il n'y a absolument aucune allusion, ne serait-ce que très subtile, à une homosexualité quelconque. Elles sont colocataires, simplement pour des raisons économiques, pour partager les frais. Et la sitcom tourne autour de la façon dont les enfants de l'une s'entendent avec les enfants de l'autre. On est donc encore dans la cellule familiale, mais la cellule familiale recomposée. On voit que les choses ont beaucoup évolué. Pour aller encore plus loin dans cette évolution, de 1984 à 1992, on a la fameuse sitcom Who's the Boss? En français, Madame est servie. Cette fois, non seulement la femme est divorcée et indépendante, mais elle est riche. C'est une femme d'affaires qui a bien réussi dans la vie et qui gagne beaucoup d'argent, et donc elle va embaucher un homme de maison. Non pas une employée de maison, mais un employé de maison qui va être chargé de s'occuper de son fils. Donc il va élever sa fille à lui en même temps que le fils de sa patronne. On y joue avec les codes sociaux, puisque d'habitude c'est quand même l'homme qui est le chef. Là, who's the boss? Qui est le patron? La question se pose, on joue avec les codes, mais on reste quand même toujours dans cette idée de nouvelle famille recomposée. La série la plus innovante des années Reagan, c'est Cheers, diffusée de 82 à 93. Là, on va complètement exploser tous les codes de l'époque. On va reprendre un petit peu le postulat de The Facts of Life, qui se passait donc dans un internat de jeunes filles, c'est-à-dire pas du tout dans la cellule familiale. Mais là, on n'est pas dans un internat de jeunes filles, on est dans un pub. C'est l'endroit où on a envie d'aller en sortant du travail pour éviter de rentrer à la maison voir sa femme. C'est donc en quelque sorte l'anti-sitcom habituel. Là, on n'est plus dans les valeurs familiales traditionnelles, on est dans la camaraderie entre copains pour éviter de retomber dans la vie de famille. Et en plus, dans un pub, on boit de l'alcool. C'est donc très clairement une transgression et une nouvelle façon de voir l'Amérique. Cette fracture entre la vision traditionnelle de la famille et l'innovation pour voir l'Amérique telle qu'elle commence à devenir, on la retrouve notamment dans deux séries parfaitement contemporaines, de 85 à 92. D'un côté, Growing Pains, qu'en français on a appelé Quoi de neuf docteur. On est dans la sitcom tout à fait traditionnelle, c'est le format I Love Lucy, le papa, la maman, les enfants. C'est une sitcom sympathique, mais très traditionnelle dans la longue lignée des sitcoms habituels. Et exactement au même moment donc, on va avoir la série Golden Girls. Golden Girls raconte l'histoire de 4 femmes, alors certaines sont divorcées, d'autres sont veuves, en tout cas toutes retraitées, qui vivent en Floride. Elles sont voisines les unes des autres, et tout va se passer donc entre elles. Elles vont porter sur la société un regard très décalé. C'est un petit peu moins transgressif que Cheers, parce qu'il n'y a pas l'aspect alcool, et puis qu'on ne cherche pas à fuir la famille. La famille, ça y est, les enfants ont grandi, ils sont partis de la maison. Mais on a quand même une vision qui n'est pas du tout la vision familiale habituelle. Cette même ligne de fracture va perdurer, mais elle va évoluer, c'est-à-dire que chacune de ces deux branches, en quelque sorte, va faire un pas vers l'autre. On va avoir des séries comme Full House, par exemple, de 87 à 95. La fête à la maison en français. Dans Full House, on a l'histoire d'un papa veuf qui élève ses 3 filles.
mais il ne les élève pas seul. Il les élève dans une grande maison avec son beau-frère et son meilleur ami. Et on va donc avoir une espèce de mélange entre la famille traditionnelle, la sitcom familiale, format I Love Lucy, et les innovations qu'on a pu voir arriver avec Kate and Ali par exemple, ou avec Who's the Boss. C'est-à-dire que les familles se remélangent, s'interpénètrent, on reste dans la cellule familiale, mais pas avec maman, papa, les enfants. C'est la nouvelle famille. On va la retrouver sur l'autre branche de cette fracture, avec une série comme Married with Children, marié 2 enfants, de 87 à 97. Là, cette fois-ci, c'est l'inverse. On part d'une série traditionnelle, la cellule familiale idéale, habituelle. Mais dans Married with Children, on va y voir tous les travers du couple. L'homme et la femme, clairement, se tirent dans les pattes l'un l'autre, se font des crasses, s'insultent, se méprisent, parfois même se détestent. C'est-à-dire qu'on y voit clairement les limites de la sitcom familiale, une critique de la société. Et pourtant, ils restent ensemble, ils ne divorcent pas. On voit que les valeurs américaines sont en crise. On est à un moment où la cellule familiale va craquer. En revanche, il y a une espèce de décalage dans le temps qui va se créer à ce moment-là avec les séries, les sitcoms pour noirs. On a une série comme Family Matters, qui va apparaître à ce moment-là, de 89 à 98, qui est une sitcom tout à fait traditionnelle pour noirs. C'est-à-dire qu'au moment où les sitcoms pour blancs éclatent, explosent complètement la cellule familiale ou la remettent en question, la redessinent, les sitcoms pour noirs, elles, sont encore dans le format I Love Lucy. Les mêmes années exactement, de 89 à 98, on va avoir une nouvelle sitcom qui, elle, va totalement révolutionner le format et imposer un nouveau canon. Une série dont on a très peu entendu parler, qui a très peu été regardée en France, mais qui aux États-Unis a été un phénomène absolument incroyable, Seinfeld. Seinfeld est à la fois héritière de Cheers et de Golden Girls. C'est-à-dire qu'on va y voir quelque chose de très différent de ce qu'on a vu jusque-là. 4 amis trentenaires, célibataires, sans enfants. Dans Golden Girls, il n'y a plus d'enfants, mais elles en ont toutes eu. Dans Cheers, on ne voit pas les enfants ou les femmes, mais on sait qu'ils viennent là pour fuir la cellule familiale. Dans Seinfeld, il n'y a pas de cellule familiale. Ils sont tous les 4 célibataires, trentenaires. Et aux États-Unis, à l'époque, arriver à 30 ans, sans être marié, sans avoir d'enfants, ça n'était pas un idéal. Or, dans Seinfeld, tout le monde peut s'identifier à l'un des personnages. C'est donc quelque chose de tout à fait nouveau, extrêmement transgressif, mais qui va avoir un succès tellement fabuleux que ça ne peut que révéler une vraie évolution de la société. Et Seinfeld va pas seulement révolutionner le contenu de la série, mais également la forme. Puisque la sitcom traditionnelle comptait 3 décors. Allez, parfois 4, vraiment dans les cas extrêmes. Seinfeld va compter pour certains épisodes jusqu'à 17 décors. Et à partir de Seinfeld, les choses ne vont plus être les mêmes. Alors il y a encore quelques petits soubresauts, notamment dans les sitcoms pour noirs. De 90 à 96, on va avoir The Fresh Prince of Bel-Air, le prince de Bel-Air. On a donc ce décalage temporel, puisque The Fresh Prince of Bel-Air, c'est l'histoire d'un jeune noir qui est recueilli par son oncle riche. Finalement, on retrouve la même intrigue que dans Family Affairs dans les années 60, mais chez les noirs. On a donc ce décalage temporaire dont je vous parlais. On voit que la cellule familiale commence à évoluer, alors que les Blancs ont déjà fini d'éclater la cellule familiale. Puisque pour les Blancs, on va avoir sur la même époque Step by Step, diffusé de 91 à 98. Dans Step by Step, on a une famille recomposée. L'homme est divorcé, la femme est divorcée, ils se rencontrent, se marient, et toute la série va tourner autour de
comment recomposer une cellule familiale. On a même de 93 à 99 un espèce d'étrange retour en arrière dans une sitcom pour blancs avec The Nanny. The Nanny, c'est l'histoire d'un homme blanc, riche, veuf, qui élève ses enfants, on a déjà vu ça, avec un majordome, Butler, on a déjà vu ça, mais cette fois-ci, il va engager une gouvernante, The Nanny. On se retrouve donc finalement dans la situation où on était au départ, avec l'homme blanc en position de pouvoir et la femme, alors non pas soumise, parce qu'en fait, The Nanny, finalement, on va bien voir que c'est elle qui prend le pouvoir. C'est une espèce de mélange entre Who's the Boss, Family Affairs, tout ce qui s'est fait jusque-là, une espèce de synthèse de ce qu'a été le meilleur de la sitcom jusqu'à ce moment-là. Mais on voit que c'est un point d'aboutissement et non pas un point de départ. Les années 90 et 2000 vont montrer le déclin, voire la disparition de la sitcom traditionnelle. En tout cas, la sitcom pour blancs. C'est désormais le format Seinfeld qui va s'imposer avec une série extrêmement connue comme Friends, diffusée de 1994 à 2004. Dans Friends, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe de trentenaires, célibataires, sans enfants, amis entre eux, dont certains sont voisins de palier, certains sont amis d'enfance, c'est-à-dire tous les éléments qu'on avait déjà dans Seinfeld. La grande différence, c'est que Seinfeld est très américain. Seinfeld joue beaucoup sur le langage, les intonations. C'est très difficilement doublable. Alors que Friends a un très gros avantage, on peut le doubler dans à peu près n'importe quelle langue sans perdre le sel de la série. Et puis on retrouve cette même logique de 2007 à 2019 avec The Big Bang Theory. Qu'est-ce qu'on a dans The Big Bang Theory? On a un groupe de 4 amis, trentenaires, sans enfants, dont certains sont colocataires ou voisins de palier, bref, tous les ingrédients qui ont fait Seinfeld. Le nouveau format de la sitcom, ce n'est plus la cellule familiale, c'est le groupe de potes, dont certains sont voisins, dont certains sont colocataires. D'autres façons d'habiter, d'autres façons de vivre, d'autres aspirations. D'autres pistes ont été explorées aussi un peu par les sitcoms pour changer de format. Toujours grâce aux ruptures qui ont été rendues possibles avec Cheers, Seinfeld, etc., on trouve de 1996 à 2002 la série Spin City, encore une fois avec Michael J. Fox. Spin City se distingue très clairement de tout ce qui s'est fait avant, parce que ça se passe sur le lieu de travail, dans la mairie de New York. Jusque-là, les sitcoms nous parlent soit de la cellule familiale, donc ce qu'on fait quand on n'est pas au boulot, soit du groupe de potes qui n'est pas au boulot non plus. Pour la première fois avec Spin City, on va prendre le lieu de travail comme décor. C'est la preuve que la vie de famille n'est plus l'horizon indépassable et qu'on a de nouvelles priorités dans la vie. Comme ces priorités ne correspondent pas forcément aux valeurs morales traditionnelles américaines, valeurs économiques, oui, clairement, hein, le boulot, il n'y a que ça qui compte. Mais dans la façon dont ils ont envie de se voir, ça ne correspond pas tellement à leurs valeurs. Il va donc y avoir très peu d'émules de Spin City, à part The Office, de 2005 à 2013. L'ancien format explosé, le nouveau format commence à s'imposer, et on va avoir quelques séries un petit peu expérimentales. Notamment Will and Grace. Alors Will and Grace n'a pas beaucoup marqué non plus en France, mais il a quand même été diffusé de 1998 à 2020 aux États-Unis. 1998 à 2020, c'est quand même 22 ans. Une sitcom qui a tenu 22 ans, en dehors des Simpsons, et les Simpsons étant un dessin animé, ça n'est pas à proprement parler une sitcom, c'est un record. Dans Will and Grace, on a un homme, Will, et une femme, Grace, qui cohabitent. Ils sont colocataires tous les deux. Aucun d'entre eux n'a d'enfants, ils ont à peu près la trentaine, et clairement, aucun d'entre eux ne souhaite d'enfants, tout simplement parce qu'ils sont homosexuels. Donc ils vivent ensemble, ils sont colocataires, mais il n'y a pas d'histoire d'amour entre eux. On a donc un peu les ingrédients de tout ce qui s'était fait jusque-là, Kate and Ali, Seinfeld et autres, mais avec ce nouvel élément qui présente les homosexuels comme des gens normaux, acceptables.
c'est une vraie évolution de la société. On part de la cellule familiale bien traditionnelle avec papa, maman, où on n'ose pas parler du divorce, et on en arrive à des colocataires homosexuels. La sitcom traditionnelle n'a pas complètement dit son dernier mot, puisqu'on va avoir Malcolm in the Middle, de 2000 à 2006. Malcolm, tout simplement en français. On y retrouve un peu les ingrédients de My Wife and Kids, mais avec le meilleur ami de Malcolm qui est un noir, et le meilleur ami de Hal qui est un noir. C'est-à-dire ce qu'on avait dans Different Strokes, cette tentative de mettre des blancs et des noirs ensemble pour de vrai dans la même série. C'est un espèce de laboratoire pour essayer de garder le meilleur de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, c'est que, contemporaine de cette série, on a My Wife and Kids, dernière très grande sitcom noire vraiment traditionnelle, où on voit que le cap de la cellule familiale éclatée et du groupe de copains n'a pas été passé dans les sitcoms pour noirs. On est resté sur la sitcom familiale traditionnelle. Pour être complet, il faudrait dire un mot des séries dérivées. Les séries dérivées sont des séries où on prend un personnage secondaire d'une série pour lui donner sa propre série à lui. En règle générale, ça ne fonctionne pas. Joey, série dérivée de Friends par exemple, a fait un flop terrible. Quelques rares exemples ont fonctionné, notamment Frasier, série dérivée de Cheers, et Curb Your Enthusiasm, en français Larry et son nombril, série dérivée ou série adaptée de Seinfeld. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, et les séries dérivées, de toute façon, ne font qu'exploiter un filon qui a déjà été ouvert par la série de départ. J'espère vous avoir montré que l'évolution des sitcoms reflète et précède l'évolution des mentalités américaines. C'est très intéressant quand on les regarde de près. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.